Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 30 juin 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc aujourd'hui nous avons une séance assez importante puisque on a déjà des données clés à venir aux États-Unis à 14h30. Puis, d'un point de vue technique, c'est aussi la clôture trimestrielle, semestrielle et mensuelle. Donc, pas mal de niveaux à surveiller au moment de cette clôture. Hier, on a eu une séance, je dirais, un peu mitigée outre-Atlantique. On a quand même privilégié la prudence au terme d'un mois et d'un trimestre assez compliqué puisque le S&P 500 se dirige vers son pire premier semestre depuis plus de 50 ans. Et alors que le S&P 500, lui, s'oriente justement vers son plus important recul au premier semestre depuis, je crois, plus de 50 ans, donc depuis 1970, le Nasdaq devrait lui connaître en revanche son pire premier semestre de l'histoire. Donc effectivement, des marchés sous pression, plombé par les perspectives économiques et le resserrement monétaire. Parallèlement, on a aussi eu des représentants de la Fed qui ont rappelé ces derniers jours, notamment hier, la détermination de la Banque centrale américaine à enrayer la flambée de l'inflation, laissant entrevoir justement une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points de base en juillet. Et les responsables de la Fed, assez optimistes je trouve, ils estiment que ce resserrement monétaire ne plongera pas l'économie en récession. Alors que quand même les marchés, c'est ce qui price actuellement. La question est de savoir si on va avoir une récession lourde et profonde ou une récessionnette assez courte et rapide avant que la Fed justement fasse volte-face. Sinon, effectivement, les marchés price une récession. Maintenant, reste à savoir quelle sera la profondeur de cette récession. Ce matin, en Europe, plombé aussi par, je dirais, des indicateurs un peu décevants en provenance de Chine, notamment sur les PMI qui sont ressortis quand même en dessous des attentes, les inquiétudes concernant l'inflation, notamment en France, où elle a atteint un nouveau record, et pareil, les perspectives concernant la croissance mondiale, qui se détériorent après les déterminations, on va dire, affichées par les grandes banques centrales pour contrer l'envolée des prix. Donc finalement, avec un tour de vis monétaire assez strict et fort, forcément les perspectives de croissance sont revues à la baisse. Et en Europe, on a eu quand même pas mal de données concernant l'inflation. On a dépassé les attentes en Espagne, en France, ça s'est un peu calmé en Allemagne, mais pour l'instant, toujours pas de pic de l'inflation dans les principaux pays de la zone euro. Là, on a une nouvelle séance assez compliquée pour les actions, toujours de la nervosité de la part des investisseurs sur les perspectives d'évolution de l'économie et par ricochet aussi sur les bénéfices des entreprises, sous justement l'action des banques centrales pour contrer cette inflation. Donc là, ça risque de réviser à la baisse. Tous les regards maintenant sont tournés vers le début des résultats qui devraient débuter à partir de mi-juillet, fin juillet, notamment aux États-Unis. Enfin, hier, Jérôme Powell a quand même réaffirmé une nouvelle fois que la lutte contre l'inflation impliquerait de la douleur, mais que le plus grand danger pour l'économie serait de ne pas parvenir à stabiliser les prix. Oui, car effectivement, si on entre dans un environnement trop fort de stagflation, ça risque de faire des dégâts, surtout si on s'installe trop longuement dans cet environnement-là. Donc là, les rendements de référence de la zone euro ont quand même accentué leur repli après l'accélération plus marquée que prévu de l'inflation en France, qui ressort à 6,5 en rythme annuel en juin, contre 6,3% pour le consensus, après 5,8% en mai. Maintenant, gros catalyseur clé à surveiller, la publication à 14h30 de l'indice PCE d'inflation et des dépenses de consommation des ménages pour le mois de juin aux États-Unis. Donc là, soit on accélère la baisse, soit effectivement si ces données qui sont très regardées par la Fed sont plutôt bonnes,
moins pire que prévu. Dans ce cas-là, peut-être un rebond de court terme à prévoir sur les indices. Mais si on poursuit comme ça avec des données plutôt mauvaises comme on a eu toute la semaine en termes macro, effectivement on risque d'accélérer assez violemment vers de nouveaux plus bas pour les indices. Ici c'est l'inflation en zone euro, pas grand chose à dire, j'ai déjà suffisamment expliqué l'inflation, les moyens que mettaient en place les banquiers centraux pour tenter de juguler l'inflation, mais c'est juste pour vous donner des repères d'où on vient, où on est. Et effectivement, ce graphique est presque à jour. On a eu les données en Espagne, Allemagne, Italie, et il manquait plus que la France. Et là, on n'est plus à 5,2, on est à 5,8. On attendait 5,7, on est ressorti à 5,8. Et effectivement, en rythme annuel, en juin, on est à 6,5 contre 6,3. Donc la nouvelle accélération de l'inflation pour la France. Finalement, c'est le moins pire. Dans les mauvais élèves, la France, c'est le moins pire. On regarde en Espagne où on a fait 10,2, en Allemagne ça s'est calmé, on attendait 8 et quelques, on est tombé à 7,6, mais sinon derrière Italie, France, Espagne, on continue d'accélérer et pour l'instant toujours pas de pic d'inflation atteint en zone euro. Parallèlement, on a quand même eu un retournement de situation de la part de Christine Lagarde, qui finalement est complètement à côté de la plaque depuis fin 2021, début 2022, sur la trajectoire de l'inflation. Rappelez-vous, Christine Lagarde nous disait l'inflation est transitoire, pas d'inquiétude. Finalement, l'inflation n'est pas transitoire. Jérôme Powell a fait cet aveu de faiblesse en disant effectivement on s'est trompé. Christine Lagarde n'a pas vraiment voulu faire cet aveu de faiblesse, mais lors du forum des banquiers centraux là, qui durait durant 3 jours à Sintra au Portugal, elle a quand même évoqué et dit qu'on ne reviendra pas dans un environnement de faible inflation. Donc finalement, léger aveu de faiblesse de la part des banquiers centraux, de la part de la BCE, qui a trop longuement pratiqué la politique de l'autruche et qui aujourd'hui se retrouve piégée. Et donc là, pour pouvoir contrôler cette inflation, eh bien je pense qu'on n'aura pas seulement 2 hausses de taux de 25 points de base en juillet et en septembre, mais à mon avis, il faut s'attendre à plusieurs hausses de taux de la part de la BCE, sinon ça risque d'être compliqué pour la zone euro. On voit déjà les tours de vis monétaires qu'a mis la Fed, et derrière, pour l'instant, on n'a toujours pas de pic de l'inflation. C'est pas avec 25 points de base qu'on va juguler l'inflation en zone euro. Surtout si la guerre en Ukraine perdure et dure justement jusqu'à la fin de l'hiver en 2022, et là ça pourrait se corser sur le prix des matières premières et du gaz. Ici c'est un graphique que j'ai piqué à mon collègue Alexandre Baradez qui a posté un graphique sur Twitter assez pertinent je trouve. Je vous avais posté à peu près ce même graphique avec les techs non rentables, rappelez-vous, je vous avais mis un graphique des techs non rentables avec l'évolution des rendements d'État, notamment les taux à 10 ans américains. Et là, ici, Alexandre a posté un graphique pareil, où on a un grand nettoyage. Finalement, c'est les segments effectivement les plus spéculatifs qui se sont fait torcher, très clairement, puisqu'on a une chute de quasiment 60-70% depuis les plus hauts. Cela comprend l'indice de l'IPO, les SPAC comme Virgin Galactic par exemple, les techs non rentables et les petites valeurs, les small caps les plus shortés, les mêmes stocks. Vous savez, hier je vous ai partagé un graphique des small caps US qui revenaient sur des niveaux historiquement bas d'un point de vue du ratio PE. Donc forcément, c'était des petites valeurs spéculatives où voilà, on espérait faire du gambling dessus et c'est complètement retombé car les 3 quarts sont des coquilles vides. Donc là, c'est à peu près la même chose. Si on regarde les indices, justement, le SPAC, les techno rentables, les mêmes stocks, les IPO index, bref, tout ce compartiment-là qui s'est fait lessiver complètement par le marché et par la politique monétaire de la Fed. Encore une fois, je le redis, car c'est important, mais quand l'argent
quand il y a de l'argent magique injecté par les banquiers centraux et qu'il ne coûte pas cher, les taux sont bas avec les politiques monétaires ultra accommodantes. Résultat, avec l'argent pas cher, on achète des choses stupides. Et quand l'argent et que les taux obligataires remontent et que l'argent commence à avoir un prix, et bien effectivement, on se délaisse de ces valeurs qui ne valent quasiment rien et on commence à essayer d'acheter des choses qui ont quand même de la valeur et qui arriveraient à résister en période de crise ou de récession. Voilà, donc ce qui explique cette énorme purge, cette rotation qu'on a eue, à la fois des valeurs value, et on a complètement délaissé voilà, les valeurs qui sont actuellement un peu trop spéculatives, comme les cryptos, les SPAC, les meme stocks, voilà, toutes ces valeurs qui ont eu leur heure de gloire durant le Covid et qui aujourd'hui sont brûlées et délaissées complètement par les investisseurs qui se font complètement envoyer au tapis. Donc, bien comprendre l'environnement macro pour sélectionner ces titres et éviter d'aller sur des actifs jugés trop spéculatifs et qui ne sont pas rentables à long terme. Concernant le CAC, l'objectif de notre double top a été atteint, donc mise à BE du stop loss. J'évoquais avec vous sur les futurs, notamment hier, moins sur le cash, donc je vais revenir sur le futur. Tac, tac, tac. On avait mis en place un plan de trading sur le cash. Bon, il y a le range, hein. Là c'est le range, si ça casse par le bas, on va direct à la cave. Gardez un petit reliquat, on ne sait jamais. Attendez les statistiques qui tombent à 14h30. Effectivement, si elles sont bonnes, on peut avoir un rebond. Si derrière c'est mal interprété, à mon avis, on sortira par le bas de ce range. Donc, on évoquait hier ce fameux range. Ici, je vous disais qu'il y avait une étoile du soir qui avait été validée avec un double top en perspective. Et donc derrière, l'objectif c'est d'aller chercher le complément du gap. Donc là, l'objectif a été atteint. Vous voyez. Donc au moment d'enregistrer l'émission, c'était sur cette bougie-là. Je vous disais, on valide le double top. Ça devient intéressant. Donc celles et ceux qui ont vendu, eh bien, vous mettez votre stop loss à break-even. Vous prenez des bénéfices sur ce niveau et vous gardez un reliquat. Si rebond après 14h30, eh bien vous sortez, vous débouclez la position. Si on enfonce, vous gardez un reliquat pour aller chercher cette zone-là. Cette zone-là, sur le cash. 5750, 5716. Là, c'est la zone. Donc là, gros gap, on est sur le bas du range. Vu la séance flux directionnel impulsive, gardez un reliquat car sans rebond, on peut vraiment aller au tapis derrière. Et donc là, il y a vraiment un joli trade swing à garder. Même si j'évoquais avec vous hier cette sortie de triangle qui se confirme de plus en plus. Mais là, je vis ce bas de zone derrière. Voilà, si on casse et qu'on clôture sous les mèches, voilà, objectif 5750, 5700. Tout simplement, en fait, c'est cette zone-là. Voilà, vous voyez les anciens, là, les sommets qu'on a eu ici, l'ancien sommet ici. Et surtout notre moyenne mobile 200 périodes. Donc là, pour moi, c'est l'objectif final à moyen court terme sur le CAC à aller chercher. Donc mise à BE du stop, prise de bénéfice. Si ça se passe mal après 14h30, on déboucle totalement de la position. Si ça se passe bien, on garde, on va chercher 100 points plus bas. Aussi simple que ça. Le DAX, il n'y avait pas de plan sur le DAX, mais j'étais moins fan. On était dans un range 4 heures, ça a cassé par le bas. Peut-être que certains ont réussi à vendre suite à la cassure. L'objectif, je vous disais hier, effectivement, si on casse par le bas, c'est d'aller chercher les 12 575. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai pas envie d'être vendeur maintenant, j'ai pas envie d'être acheteur non plus. Je suis plutôt neutre, focus sur le CAC 40. Ouais, on arrive proche d'un support. On arrive proche d'un support. Maintenant, bon, si ça casse, on a le gap ici à venir chercher qui peut être intéressant, vous voyez. Là, ce petit gap à venir combler, mais là on est proche d'un support. On a quand même un support qui est pas négligeable ici, 12 575. Bon, si vous étiez vendeur, eh bien prenez des bénéfices maintenant, mettez votre stop à break-even.
Il n'y avait pas de plan, il y avait juste un cadrage sur le DAX avec le range, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais voilà. Là, pour moi, on arrive proche d'un niveau, prise de bénéfice si vous êtes vendeur dessus, mettez le stop à break-even, et puis si on casse, euh, l'objectif c'est de venir combler le cap, donc ce serait 12 350. Vous voyez, on l'a comblé que partiellement ici sur cette mèche. Il a été comblé que partiellement, donc là, vraiment, pour moi, ce serait les 12 000, ouais, 12 350. Voilà. Donc je ne vais pas rester très longtemps sur le DAX, pas grand chose à dire, c'est baissier, on est sur un support. Gestion de position, et puis si ça casse comme sur le CAC, si on casse les plus bas, vous connaissez la cible à aller chercher. Le Dow Jones, le Dow Jones, j'étais plutôt encore baissier hier en disant qu'il y avait le gap à aller chercher, qu'il fallait plutôt vendre les rebonds sur le Dow Jones. Peut-être que certains l'ont fait, là on va ouvrir avec un gap baissier. Maintenant, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer sur le Dow Jones. Là, si on ouvre ici, ouais, on devrait ouvrir ici, combler le gap avant de repartir. Bon, il y avait quand même l'avalement baissier, hein. Je vous disais, prudence, on a quand même un joli avalement baissier qui s'est installé après un retracement de 61,8 de Fibo. Je pense qu'il fallait plutôt vendre les rebonds plutôt que d'être acheteur avec de tels champs de retournement. Et je vous disais qu'à court terme, je visais le comblement du gap. Donc à mon avis, on va l'atteindre aujourd'hui sur les futurs. Enfin, il est atteint à mon avis sur les futurs, ça va être atteint sur le cash, donc comblement du gap, prise de bénéfice pour celles et ceux qui ont vendu. Et derrière, si on casse, encore une fois, c'est direction la zone. Ma fameuse zone ici que j'attends, qu'on a tracée pour payer et viser un gros rebond derrière. Voilà le plan. Donc là, on donnait 4 heures, pas grand chose à dire sur le cash en tout cas. On va faire un gap baissier. Et maintenant, si on clôture sous cette zone, effectivement, il faudra reprendre les ventes. Voilà, là, c'était notre grosse zone qu'on a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça a cassé en gap. Si on la gap de nouveau, qu'on clôture sous cette zone, il faudra chercher des ventes pour aller taper notre zone mensuelle. Là, la MM200, la MM50 va remonter un peu. Donc on fera le point demain après la clôture. Mais on a une belle zone mensuelle ici. Quasiment à peu près voilà, ce bas de canal là qu'on peut venir chercher. Bas de canal, MM200, MM50 mensuel, 38,2. Bref, on a une énorme zone de convergence. Et ici, il faudra chercher des achats à bon compte. Si on regarde les futurs, très rapidement, c'est ouais, on perd 1,5, on va se rapprocher de la zone. Donc c'est vraiment cette grosse zone là qui m'intéresse toujours. On fera le point demain après la clôture trimestrielle et mensuelle. Et là, ouais, on est en train de repasser sous la zone. On est en train de repasser sous la zone. Si ça casse, il y a de la place. Il y a vraiment de la place pour aller chercher plus bas. Ça se dégrade. Ouais, on est en train de repasser en dessous. Donc à voir sur le cash, mais en tout cas on va venir combler le gap, ça c'est sûr et certain. Et maintenant, tac, tac, tac. Et maintenant, reste à savoir où sera la clôture. Donc si ce niveau tient à 14h30 après les statistiques, tant mieux, ça peut peut-être repartir un peu. Si les statistiques sont pas bonnes et qu'on clôture sous ce niveau, il faudra chercher des ventes pour aller chercher justement derrière cette fameuse zone journalière. Oui, c'est une zone journalière, mais surtout une zone mensuelle hebdomadaire. L'euro-dollar, finalement, c'est bien parti à la baisse. Bon, j'étais pas vraiment dedans. J'avais évoqué avec vous un plan de trading à la baisse, mais j'étais embêté par le fait qu'on n'ait pas cassé le support sur l'avalement baissier. Bon, j'ai évoqué quand même ce plan en vous disant un stop loss au-dessus. L'avalement, l'idéal c'était d'attendre la cassure, bien évidemment. Je suis toujours embêté de vendre de vendre un support. Psychologiquement, je n'y arrive pas et parfois ça va fonctionner, puis parfois on va se prendre le retour de bâton et ça va pas fonctionner. Donc peut-être que certains ont réussi à vendre hier, je ne sais pas. Après la cassure, donc celles et ceux qui ont vendu, eh bien mettez-vous à break-even déjà et puis allez chercher votre TP1 juste ici. Voilà. Donc là, effectivement, de nouveau un range, retour sur la zone de support, TP1 à prendre. Peut-être que certains ont attendu la cassure du range. Pourquoi pas, j'évoquais avec vous ce fameux range, hein. Donc peut-être que certains sont rentrés hier, ici.
suite à la cassure, d'autres cassures du range peut-être sur le pullback qui a été magnifique ce matin, pullback avant de repartir. Vous voyez, donc là prenez votre TP1. TP1 ici, gardez un reliquat, mettez votre stop loss à break-even, si vous êtes rentré par ici ou par là, belle prise de TP1, et puis maintenant on attend. On attend de voir si on va rentrer dans un range de long terme, ou pas. Ou si on va casser et aller chercher la borne basse de notre canal. Donc là plutôt neutre, c'est baissier. Maintenant pour la semaine prochaine, l'enjeu est de savoir si on rentre dans un range ou s'il faut vendre à la cassure des 1,0350 pour aller chercher les 1,08. Voilà le plan. Donc là c'est baissier toujours, sur support. Pour l'instant les vendeurs gardent la main, aucune raison d'être acheteur. Affaire à suivre, surtout en clôture hebdo. Et si la semaine prochaine on tient ce niveau et qu'on a eu des changements de retournement, et bien pourquoi pas tenter de nouveau un achat et trader le range. On pourra avoir un range dans un range de plus court terme ici, à travers ce range de long terme. Voilà. Et si on cède sous la pression vendeuse, on laisse tomber, on reprend les ventes pour aller chercher 1,0880. L'euro-yen finalement qui va peut-être fonctionner, ce fameux plan. Ça part. Hein. Finalement, peut-être pas stopper, ça va peut-être fonctionner et on va peut-être une nouvelle fois confirmer un double sommet sur le range 4 heures. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien après quelques frayeurs. Ici, on a notre milieu de range et ligne de coup. Je vais enlever pour que ce soit plus propre. Voilà, je vais enlever celui-là. Je vais enlever ça. Voilà. Donc là, milieu de range et ligne de coup du double top. Donc si ça casse, logiquement, vous êtes rentré par ici, je crois. Le plan de trading a été fait par ici. Donc si ça casse et qu'on clôture, baissez le stop, mettez-vous presque à break-even. Et là, vous reportez l'objectif théorique et le but, c'est d'aller chercher la borne basse. Les retardataires voudront peut-être tenter ce double sommet, pourquoi pas, c'est pas interdit non plus, la figure est belle. Donc, à confirmer maintenant. Voilà, faut qu'on accélère, ça se passe plutôt bien. J'aimerais qu'on casse ce niveau, qu'on fasse une belle clôture 4 heures sous les 140, sous les 141, pour qu'on puisse diminuer le stop, diminuer notre risque, soit le mettre à break-even, si l'entrée est par ici. Comme ça, on est serein, et si le trade se passe bien, on devrait logiquement accélérer tranquillement vers la borne basse. Donc, affaire à suivre. Bon, NZD, USD, AUD, USD, c'est le même combat, on est au même stade. Je vois pas d'opportunité toujours sur la UD USD ni le NZD USD. Voilà, vous connaissez le plan, c'est le fameux range dans un range. Je vous disais de sélectionner une des deux paires et de ne pas aller sur les deux. Pour l'instant, on ne peut pas se positionner, il n'y a toujours pas de signal de retournement. Que ce soit en données daily ou en données 4 heures. Voilà, pour moi, trop tôt. Donc, si signal de retournement, alors oui, et stop loss sous les plus bas ici. Donc par ici. Et pour l'heure, aucun signal de retournement, à part des doji, mais pas assez, et puis pas envie d'être acheteur avant les données qui vont tomber sur l'indice PCE aux États-Unis. Eurocad à surveiller peut-être pour la semaine prochaine. L'Eurocad qui revient sur la borne basse de son range. Bon, on l'attendait en haut, si vous vous rappelez de cette stratégie, la rotation complète vers la borne haute, on l'a pas eu. On a fait une rotation un peu plus que partielle, mais on n'est pas venu, on n'est pas retombé complètement, enfin on n'est pas retourné en haut complètement. Donc là je l'attends pareil. Voilà, AUD, USD, NZD, USD, Euro, CAD. C'est vraiment, on a des ranges un peu de partout actuellement sur le forex. C'est pas palpitant, mais bon, ça peut derrière quand même donner une opportunité si de nouveau ping-pong entre les deux bords. Donc là, surveiller, trop tôt pour rentrer, pas de changer de retournement. La stratégie reste la même que AUD, NZD. Ce serait un stop loss sous les plus bas pour viser milieu de range, haut de range. Donc plutôt un plan à suivre pour la semaine prochaine.
Le gold. Bon, le gold, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Pour moi, le range, c'est la zone parfaite, elle est un peu plus basse. Sous pression, l'indice. Vous voyez, je vous disais hier avec l'avalement que j'étais pas fan. Qu'il arrive au milieu de nulle part, cet avalement, qu'il fallait ne pas le prendre en compte et qu'on pouvait très bien évoluer dans un canal et retomber derrière. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Très important d'identifier les chandeliers de retournement sur des niveaux clés. Quand ils apparaissent au milieu de nulle part, au milieu du désert, comme c'était le cas ici, ils ont tendance à dysfonctionner. Derrière, boum. Maintenant, on est sur les 1806. C'est un support à l'intérieur de ce range. Mais pareil, je suis pas fan de ce niveau. Franchement, euh, déjà, il n'y a pas de signal de retournement. Pour moi, la vraie zone, ça reste 1795, 1788. Voilà, pour moi, c'est vraiment ici. C'est la zone verte, hein. C'est ça, hein, pour rappel. C'est ça. C'est ce niveau-là. En données hebdomadaires. Qui a été travaillé ici, ici et là. Donc, on retourne un peu sur ce bas de range 4 heures, mais qui pour moi n'est pas aussi pertinent que la zone hebdomadaire qui est un peu plus bas. Vous voyez qu'on a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc le gold, plutôt intéressé, mais pour un achat vers pour tenter un premier achat un peu plus bas, sur signal. On se rapproche doucement, effectivement, 1800 ma zone, 1800, 1790. C'est une zone assez large, mais pour moi c'est le niveau où il faudra tenter d'intervenir sur un joli signal de retournement. Pour l'heure, bougie 4 heures baissière qui est en train de casser ce support intermédiaire, donc pas de précipitation, laissez faire le marché et intervenez sur les seuils clés. Si signal, le stop loss se placera sous les plus bas de la zone, donc vers les 1782. Donc voilà le cadrage sur le métal chaud. Le Brent, je suis toujours neutre sur le pétrole, j'ai du mal à voir la direction, on monte, on chute, on monte. C'est on manque de visibilité, je trouve. Bon, on se fait une belle reprise avec l'avalement, finalement ça retombe. J'ai pas été fan de cet actif cette semaine. De toute façon, je suis plutôt resté à l'écart. Je vous disais que j'étais plutôt neutre. Quand j'ai des convictions ou quand on se trouve sur des beaux niveaux clés, euh, je n'hésite pas à affirmer mon opinion. Mais là, on est vraiment sur des niveaux qui m'intéressent guère. Et c'est un peu le flou, le yo-yo. Des signaux contraires surtout entre l'étoile du soir hebdomadaire sur haut de range et l'avalement haussier qu'on a eu ici, finalement c'est en train de retomber, mais bon, très neutre sur ce marché, pour l'instant on n'est pas sur des niveaux clés, donc aucune raison d'intervenir tant qu'on n'est pas sur les niveaux clés, et puis attendons tout simplement que la poussière retombe. Voilà. Là pour l'instant on a une bataille entre des acheteurs et des vendeurs sur cette zone là, mais pas de direction claire, on évolue un peu en ordre dispersé je trouve depuis quelques séances. Donc le pétrole, je reste à l'écart toujours et j'attends tranquillement un retour sur des niveaux pertinents pour pouvoir envoyer potentiellement un plan de trading. Là le WTI c'est pareil. C'est pas si pire effectivement sur le WTI, ça tient encore les 108,35, on est monté. Mais pour moi ici c'est vraiment cette zone là, c'est Verdun. Là, ça c'est vraiment la bataille que se livrent les acheteurs et les vendeurs et j'ai pas envie de participer à ça. Dans ce mouvement-là où on manque clairement de visibilité, mieux vaut attendre des niveaux clés, des belles zones de support, des belles zones de résistance pour revenir avec des signaux et laisser se battre entre eux et se chamailler les acheteurs et les vendeurs. Car à part se prendre des portes de salon ici, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, très honnêtement. Donc toujours à l'écart,
sur le secteur pétrolier dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité. Les cryptos, ça s'enfonce, les stops ont sauté à break-even. Voilà, hier je vous disais, ne prenez pas de risques, mettez les stop loss à break-even, ça sert à rien, il n'y a pas de relais acheteur, il n'y a pas de flux, c'est mou, et je vous disais que la divergence était en train de dysfonctionner. Donc là on est en train d'enfoncer le précédent plus haut. Ce qui compte, encore une fois, c'est la clôture hebdomadaire, c'est pas la clôture daily. On peut très bien faire une mèche et clôturer. Donc l'importance, c'est la clôture hebdomadaire, pas la clôture daily. Donc là rien n'est fait. Pourquoi pas aller un peu plus bas? Si on peut se faire une divergence, ce serait sympa en données daily, effectivement. Retour sur les 12 750 en clôture, divergence, donc à surveiller. Pour l'instant, la divergence 4 heures a dysfonctionné, comme je vous le disais. Quand une divergence est validée, que ça part en stabilisation pendant trop longtemps, il faut déboucler sa position. Ça foire à chaque fois. Hein, je vous le disais ici, on avait tenté, c'était pas passé, j'étais resté. Là, hier, je vous ai dit, ça risque de foirer, mettez votre stop loss directement à break-even. Voilà, donc ça n'a pas manqué, stabilisation à plat, boum, ça dysfonctionne derrière. Donc là, pas de perte, à break-even normalement pour tout le monde. Et on attend plus bas. J'attends la clôture hebdomadaire, mais là, j'ai pas envie d'être vendeur sur ce marché. J'ai du mal à être vendeur après autant de baisse. Hein. Pourquoi pas, il faudrait, mais si certains ont envie de jouer le double top ici, je peux le comprendre. Mais bon, voilà, c'était suffisamment difficile sur ce plan à l'achat qui n'a pas tenu. Donc stopper ABE, donc je reviendrai plus tard sur ce marché. Ce qui va m'intéresser plus tard, c'est justement la divergence daily qu'on pourrait former si on fait un creux plus bas que le précédent. Voilà. Là, si on vient clôturer ici, on devrait avoir une belle divergence et donc un élément plus pertinent pour tenter un vrai rebond derrière. Mais pour l'heure, trop fébrile, morose, lourd, ça part pas. Donc je ne force pas. L'Ethereum, c'est pareil. L'objectif à 1412, ça me paraît compromis. Le stop loss a été touché à break-even, je crois. Ouais. Pareil, on avait remonté le stop loss. Boum, touché à break-even. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. On laisse tomber. On n'insiste pas. Divergence qui a dysfonctionné. Et puis là, bon bah peut-être un range. Peut-être un range à prévoir. Tac, tac, tac. Donc je force pas l'action. On peut retourner vers les 910. Le niveau des 1000 tient, mais j'ai pas envie d'être acheteur ici. Et être vendeur, malheureusement, on est sur un niveau de support et ça tient encore. Pas envie d'être vendeur sur un niveau de support, pas envie d'être acheteur sans un signal technique de retournement, potentiellement en range. On peut faire une chasse au stop et venir taper le bas de range avant de remonter. Histoire de chasser tous les stops sous le niveau psychologique. Donc ça, le marché aime bien faire ça. Donc là, pareil, je l'attends un peu plus bas. Voilà, je serais pas étonné qu'on vienne taper la petite zone qui est juste ici, vers les 900, avant de remonter. Donc je reste à l'écart, pas grand chose à faire. Et puis si on est amené à aller vraiment plus bas, bah, peut-être qu'on aura une belle divergence qui pourrait se former. Effectivement, si on fait un creux et qu'on clôture sous les 820, on aurait une divergence là, en cours de formation. Donc derrière, ça, ce serait une belle divergence avec un beau retracement de 50% à aller chercher. Mais pour l'heure, c'est baissier, les vendeurs ne lâchent rien. Et on pourrait enfoncer les clous derrière si les marchés traditionnels accélèrent leur baisse d'ici la fin de la semaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.